nous en sommes encore très loin. En ce qui concerne la santé, pareil. Et en ce qui concerne la gouvernance, c'est peut-être un peu pire. Et en ce qui concerne l'inclusion et l'exclusion, eh bien, on doit malheureusement dire qu'elles sont toujours là. Non seulement elles sont toujours là, mais elles sont là avec une espèce d'exacerbation au niveau des limites. C'est-à-dire, quand vous voyez les 20% les plus pauvres, par rapport aux 20% les plus riches, vous allez avoir une exacerbation des mauvaises performances au niveau des 20% qui sont les plus pauvres. Donc, pour nous, c'est très important que ces éléments soient mis à la réflexion, parce que c'est à partir des décisions qui seront prises, et notamment en ce qui concerne l'intersectorialité de toute cette politique, et de leur intégration et harmonisation, que peut-être on peut trouver des solutions plus valables en ce qui concerne le futur. Alors, dernier point, quand on fait ce genre de travail, eh bien, il faut en quelque sorte interroger les autres déterminants. C'est-à-dire, quand je fais évoluer les facteurs ou les indicateurs liant l'éducation, la question que je vais me poser, c'est que qu'est-ce que et comment ça affecte ou ça n'affecte pas les autres. Alors, exemple très simple, si vous prenez la problématique de la santé est directement liée à l'éducation, que ce soit à l'éducation de base, que ce soit à l'enseignement supérieur. Et donc, à partir de là, mesurer les bonnes performances de l'éducation reviennent aussi à mesurer les bonnes performances du système de santé, parce qu'il y a cette interrelation qui existe entre eux. Donc voilà, en ce qui concerne donc le côté spécificité. Alors maintenant, quelques résultats, ou comment est-ce que nous travaillons. Alors, considérons par exemple les disparités d'accès à une éducation de qualité. Voilà un problème fondamental. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'on regarde la courbe du succès scolaire, ou quand on va au-delà de la courbe du succès scolaire, c'est-à-dire le succès dans la vie des personnes qui ont suivi un cursus scolaire à différents niveaux, eh bien on s'aperçoit que malheureusement l'école sécrète des disparités qui sont très importantes. Et que ces disparités viennent principalement de l'accès à une éducation de qualité. Pourquoi? Parce que cette qualité n'est pas homogène, n'est pas uniforme, elle n'est pas la même au centre de Rabat que dans le rural, que chez les populations nomades, que dans les montagnes, ou que dans le périurbain, ou dans ce qu'on appelle maintenant les réalités urbaines, c'est-à-dire toutes ces villes qui sont nées il y a une dizaine d'années, qui sont passées de 5 000, 6 000 habitants à 14 000, 20 000, 30 000, et même quelques-unes sont passées de 14 000 à 90 000 habitants. Donc vous voyez que ce problème devient un problème sérieux, parce que c'est un problème non seulement, je dirais, de justice, d'équité, mais c'est aussi un problème qui est lié à la stabilité du pays et à son devenir. Alors, parmi les exemples, vous savez que notre pays a pris la décision de mettre en place une initiative qui est appelée l'Initiative nationale du développement humain, l'INDH, et que cette initiative a fait l'objet d'un programme spécifique, particulier, extrêmement bien étudié, qui a ciblé un certain nombre de communes rurales, un certain nombre de quartiers pauvres, et qui avait un objectif qui c'était d'améliorer le développement humain des populations à travers une lutte contre la pauvreté et, bien entendu, une lutte contre l'exclusion dans les villes. Et donc, la question qui se pose, est-ce qu'il y a eu un impact, par exemple, de cette initiative qui est globale, qui ne vise pas que l'éducation, sur les résultats scolaires. Alors là, nous avons fait un travail après 2 ans, et ce que je dois vous dire, c'est que nous avons trouvé des résultats. Mais ce que nous avons trouvé de mieux, c'est beaucoup de questions. Beaucoup de questions, parce que nous sommes interrogés sur les résultats qu'on a trouvés. Pourquoi? Parce que même si on a trouvé qu'en fait, il n'y avait pas d'impact, ça ne veut rien dire, d'une certaine manière. C'est une conclusion à un instant donné, à un moment, je dirais, de l'histoire de cette initiative. La question, est-ce qu'après 4 ans ou après 5 ans, est-ce que cet impact ne sera pas visible? C'est une question qu'on ne peut pas voir immédiatement, qu'on verra peut-être dans 2 ou 3 ans, on verra effectivement s'il y en a pas. Mais d'un autre côté, est-ce qu'en même temps qu'on a sécrété des éléments qui devraient normalement améliorer les résultats de la scolarité, est-ce que d'autres facteurs n'ont pas évolué et ont eu un effet négatif qui a contrecarré cette évolution? C'est une autre question qui doit être en quelque sorte tranchée. Mais pour aller plus loin, et c'est ça qui est important, quand on fait des mesures d'impact, et je crois qu'hier, monsieur
comme Suzine de la Banque mondiale, a insisté énormément sur les études d'impact. Les études d'impact sont extrêmement importantes et il faut les faire. Il est évident que si on les limite à regarder les effets après un certain temps d'une politique et qu'en comparant des populations qui ont bénéficié de celles qui n'ont pas bénéficié et qu'on trouve un résultat avec, je dirais, une marge, je dirais, d'erreur suffisamment faible, bon, on dit, bon, le programme est bon, c'est un bon pilote, on peut y aller, on peut foncer. Et c'est là où nous, on est en train de vous dire, avec l'expérience jeune qu'on a eue, mais qui est quand même intéressante, il faut faire très attention. Parce qu'un pilote ne veut pas dire la généralisation. Parce que les contextes culturels et autres sont extrêmement différents. Et parce qu'il y a une autre dimension qui est extrêmement importante, c'est le temps. Et vous ne pouvez pas mesurer ce que nous voulons mesurer. C'est-à-dire, est-ce que ces enfants qui ont été scolarisés, ou dont la scolarisation a été améliorée, ou les performances améliorées, est-ce que dans 7 ans, dans 8 ans, cela aura un impact sur leur scolarisation à venir, et est-ce qu'il aura un impact sur leur vie prochaine? C'est toute la question. Or, aujourd'hui, nous sommes trop jeunes. L'Observatoire, finalement, on a commencé qu'en 2008. Donc, on ne peut pas répondre facilement à ce genre de questions, mais on peut s'interroger sur ce qui se passe ailleurs. Et ça m'amène à vous parler d'un programme américain qui s'appelle Hands-On, et qui a été donc lancé par le président Johnson dans les années 60, et qui visait justement comment est-ce qu'on peut faire évoluer la qualité de l'éducation et le rendement de l'éducation pour les populations pauvres des États-Unis, notamment les populations noires. Et ça a fait l'objet d'un financement gigantesque, je ne sais pas combien, peut-être 3 milliards de dollars. Et c'est un projet qui a commencé et qui continue. Or, depuis maintenant un certain nombre d'années, les études qu'on a faites sur l'impact de ce programme montrent que finalement, s'il montre un effet immédiat, et que finalement ces enfants arrivent, quand ils arrivent aux primaires, des premières années du primaire, à des résultats corrects comparativement au reste, je dirais, de la population américaine, eh bien cet effet disparaît totalement à la fin du primaire et on retombe dans les mêmes problèmes que ceux qu'il y avait avant, et notamment ceux qui ne profitent pas de ce programme ont finalement, parmi les populations, les mêmes résultats que ceux qui en profitent. Autrement dit, grand embarras pour M. Obama, parce que voilà des milliards qui sont versés tous les ans et qui, de fait maintenant, c'est prouvé, n'ont absolument aucun résultat. Donc, voilà pourquoi, tout en faisant des études d'impact, nous devons, bien entendu, être très, très, très prudents sur ce que nous sortons. Alors, l'autre élément parmi les études que nous avons réalisées, c'est l'inclusion des femmes, des jeunes et du monde rural. Évidemment, on a fait ça en croisant avec les principaux indicateurs liés à l'éducation et à la formation. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des évolutions, aucun doute, sur le plan sectoriel, des améliorations extrêmement intéressantes, mais maintenant, quand on rentre et en croisant, évidemment, ces résultats avec ces types de populations, on voit que, malheureusement, là aussi, ce n'est pas aussi probant, ce n'est pas aussi bon que ce que nous pensions. Alors, évidemment, le dernier point, c'est les disparités économiques, disparités sociales et la fabrication des inégalités. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas... C'est une espèce d'évidence, mais c'est une évidence qui se prouve. Quand il y a des disparités économiques, eh bien, ça accompagne des disparités sociales. Aujourd'hui, les études l'ont prouvé, nos études l'ont prouvé, eh bien, la pauvreté est plus sensible, et 2 fois plus sensible aux disparités qu'elle n'est sensible au taux de croissance. C'est-à-dire, si on réduit la disparité d'1 point, eh bien, le taux de pauvreté va reculer beaucoup plus vite qu'avec un taux de croissance qui augmenterait d'1 point. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on se mette en tête et qui sont extrêmement importantes, parce que ça veut dire que les politiques économiques, et notamment dans un milieu où maintenant l'économie est libérale, les côtés et les aspects qui sont sociaux deviennent des aspects extrêmement profonds et importants, parce qu'ils s'accompagnent de changements drastiques au niveau des populations, au niveau de leur mode de vie, au niveau de leur solidarité sociale, et que tout ceci, finalement, si on ne fait pas attention, l'école devient une école qui fabrique des inégalités. Or, si nous voyons les inégalités au niveau de l'école, ça veut dire que c'est quelque chose qui sont très très sérieux. Pourquoi? Parce que l'école était censée être l'ascenseur social,
Si elle fabrique des inégalités, ça veut dire que maintenant, on fait, je dirais, de la pauvreté, avec son croisement avec l'éducation, quelque chose qui devient un héritage. Si les pères sont pauvres, avec une éducation qui elle-même est mal adaptée et n'apporte pas ce qu'elle devrait apporter à cette population, eh bien, vous allez générer des nouveaux pauvres et ainsi de suite, et donc vous ne résolvez pas les problèmes de la pauvreté et de l'exclusion. Donc, conscient de tout cela, avec toutes ces difficultés, ben, nous sommes obligés à revoir nos outils et à essayer de travailler différemment. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui est important, c'est la dynamique. Ce qui est important, c'est le temps. Ce qui est important, c'est de savoir réellement est-ce que ce qui a un bon effet aujourd'hui, un mauvais effet, va avoir un bon effet ou un mauvais effet demain. Alors c'est pour ça que nous avons, et nous travaillons aujourd'hui sur ce qu'on appelle un panel des ménages, c'est-à-dire au lieu de nous contenter d'études d'impact qui sont faites sur des bases d'enquête, nous allons prendre en fait un ensemble de ménages qui va être représentatif, bien entendu, et nous allons suivre ces ménages eux-mêmes, mais nous allons suivre aussi les individus qui sont à l'intérieur de ces ménages, c'est-à-dire les parents, les enfants, et nous allons pouvoir, en mélangeant plus de 150 indicateurs, pouvoir dire comment est-ce que ces ménages vont évoluer dans le temps et comment ils réagissent aux différentes politiques publiques. Et ça va nous permettre à ce moment-là d'avoir, je dirais, des réponses plus documentées, plus sérieuses que celles que l'on peut faire avec des simples enquêtes. Donc ce travail est énorme, donc il a déjà commencé en fait, mais le premier panel c'est l'année prochaine, en 2012, avec 8000 ménages, et qui sera porté petit à petit jusqu'à 16 000 ménages, parce qu'avec 8000 ménages, on peut avoir une évaluation nationale, mais nous n'aurons pas une évaluation régionale et locale. Donc on est obligé d'augmenter petit à petit la taille de ce panel. Et ça va devenir le vrai outil de mesure qui permettrait à ce moment-là d'avoir des éléments, comme j'ai dit, beaucoup plus fiables au niveau de l'analyse. L'autre élément qui est important, c'est la base de données que nous avons appelée la Al-Basharia, c'est-à-dire la population en quelque sorte, et qui, elle, a pour but justement de rassembler en un seul endroit toutes les données qui permettent de fabriquer les 150 indicateurs. Et en même temps, de donner automatiquement un certain nombre de recoupements et d'analyses qui seront à la portée du public. Donc, autrement dit, c'est quelque chose que nous allons lancer à la fin de l'année, au mois de septembre, et ça sera sur le site, et tous les décideurs, les entreprises privées, les associations auront accès à un certain nombre de données, d'informations gratuitement, et ils pourront d'eux-mêmes faire leur propre évaluation en fonction de critères qu'ils auront choisis eux-mêmes. Enfin, un petit mot, l'utilisation future et l'appréciation de systèmes d'éducation, de formation et de développement humain à travers de cela ne peut pas ne pas se faire en relation avec le changement que connaît notre pays aujourd'hui, notamment sur le plan constitutionnel. Puisque la Constitution consacre la région, elle consacre aussi un certain nombre donc elle consacre l'évaluation, puisqu'elle porte l'évaluation. Aujourd'hui, elle est, comme on a dit, au niveau de l'exécutif, mais elle parle d'une évaluation au niveau du législatif, au niveau du Parlement. Eh bien, ça veut dire que, dans le futur, nous sommes obligés d'adapter nos outils pour qu'ils puissent répondre à cette nouvelle donne qui est celle de la région. Et, croyez-moi, les choses ne sont pas évidentes et les complexités sont d'autant plus grandes. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, au sein de l'Observatoire, nous sommes tenus maintenant de tenir compte de ces éléments nouveaux pour aller plus loin. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Évidemment, pour ceux qui sont plus intéressés, ils pourront toujours se référer au site de l'Observatoire ou poser des questions si ils en ont envie. Et merci beaucoup.